Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence. Et ben, écoutez, il est 15, on vous propose de démarrer. Donc juste avant d'entrer dans le cœur du sujet, on va vous proposer une introduction là, de Laurent et moi en tant qu'intervenants aujourd'hui. Donc Lucie Chen, consultante sur des sujets de sécurité et confiance numérique, donc chez Capgemini Invent. Donc j'interviens cross-secteur sur des projets qui sont à l'intersection entre des niveaux opérationnels auprès de directeurs de sécurité, donc CISO, CSO, et pouvant s'adresser aussi à des niveaux plutôt top management, board. Laurent, un petit mot? Donc bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc Laurent Guérin, je suis le CISO adjoint du groupe Airbus. Donc dans mon scope, j'ai les 3 divisions Airbus, c'est-à-dire aviation commerciale, hélicoptère, systèmes militaires et espace. Et on couvre aussi la partie système d'information, IT, la partie industrielle et la partie produits et services. Ok, merci beaucoup. Et bien écoutez, on va démarrer. Donc juste en guise d'introduction, donc aujourd'hui on est réunis sur la thématique cybersécurité en tant que domaine d'innovation. Donc on voulait reposer cette notion d'innovation ensemble. Donc on vous propose en fait de considérer 4 principaux niveaux d'ambition. Donc ce qu'on cherche en fait à atteindre comme objectif en innovant. Donc sur la gauche, vous avez plutôt en fait au début des niveaux en fait d'amélioration de dispositifs, de solutions qui sont déjà existantes. Donc une façon de voir les choses, c'est l'incrémental. On voit plutôt en fait à la verticale une brique ou plusieurs briques technologiques qui viennent s'ajouter à un dispositif. Et puis le niveau adjacent, c'est presque plus à l'horizontale, des nouveaux services, nouveaux produits qui viennent compléter un dispositif. Et sur la droite du schéma, donc 2 niveaux encore plus poussés. Donc ce qu'on appelle ici innovation radicale, c'est tout simplement ce qui vient transformer notre façon de voir les choses, notre façon de faire. Donc typiquement en termes de innovation et cybersécurité, c'est ici que je positionnerai la thématique de Zero Trust, puisqu'en fait on vient revoir la façon de faire l'architecture, la façon de faire de la sécurité. Et enfin, le niveau disruptif, donc là on va encore plus loin, on considère l'innovation en tant que business enabler. Donc c'est là qu'on ambitionne de positionner sur le marché un nouveau produit, un nouveau service. Donc ça peut concerner aussi la cybersécurité, qu'on va être dans un premier temps les seuls à proposer. Donc vraiment en tant que business enabler. Et rapidement, donc les typologies qu'on adresse derrière l'innovation, on pense bien sûr à l'innovation technologique, mais il y a aussi des innovations autour des processus avec l'apparition de nouveaux cas d'usage. Donc encore une fois, si on parle de cybersécurité, on peut avoir des solutions qui sont au départ pas spécifiques sécurité et on peut en tirer des cas d'usage. Donc voilà, et là on parlera d'innovation. Et enfin, des innovations plutôt au niveau des approches de type organisationnel. Donc ça nous permet en fait vraiment de poser cette notion et puis à travers l'exemple à cette double relation innovation et cybersécurité. On vous propose en fait d'explorer vraiment les 2 côtés de la pièce aujourd'hui pendant le temps qu'on a. Donc évidemment, il y a un côté qu'on connaît peut-être un peu plus. En fait, au fur et à mesure que les innovations apparaissent, on connaît et on appréhende des enjeux de sécurité. Parce que qui dit innovation dit extension du périmètre potentiel d'attaque. Pourquoi pas, en fait, avec des nouvelles technologies, des vecteurs d'attaque aussi qui peuvent être utilisés par des personnes, des organisations malveillantes. Donc il y a un enjeu vraiment de sécuriser les innovations. Et on vous propose en fait aussi de prendre l'autre façon de voir les choses aujourd'hui. Pourquoi pas l'innovation en fait au service de la cybersécurité. Donc voilà, on espère vous convaincre aujourd'hui de cet enjeu-là. Mais en fait, l'une des premières raisons qu'on peut tirer, c'est que il y a un vrai prérequis à innover aussi en cybersécurité, tout simplement parce que, étant donné le rythme d'évolution des menaces, on est obligé en fait d'innover en matière de cybersécurité. Et encore une fois, on peut tirer jusqu'à la cybersécurité en tant que service et business enabler. Donc voilà pour l'introduction, et on vous propose d'entrer dans le cœur du sujet, d'explorer les 2 côtés avec des cas concrets du coup pour Airbus. Donc merci Lucie. Donc sur la première partie, je vais focaliser sur comment la cybersécurité aide à l'innovation. Donc déjà quelques mots sur l'innovation pour Airbus. Donc,
Bon, pour un grand groupe industriel comme nous, l'innovation, c'est absolument critique comme domaine, puisque vu la complexité de nos produits, c'est vraiment quelque chose sur lequel on investit énormément. Donc, pour les aspects sécurité et safety de nos produits et services, bien sûr. Aussi pour nos clients, dans le sens pour améliorer l'efficacité et les performances de nos produits, alors que ce soit les avions, les satellites, les hélicos, etc. Et aussi pour travailler sur les impacts de nos produits et services. Donc, on pense aussi, parmi les impacts, aux impacts environnementaux. Donc, ce sont des domaines sur lesquels on innove très fortement pour être capable de minimiser ces impacts. Ensuite, j'ai mis quelques petits points en fait sur ma vision de comment la cybersécurité peut aider l'innovation, enfin au moins de mon groupe pour Airbus. L'élément très important pour nous, c'est la protection de la propriété intellectuelle. Donc, vous imaginez bien qu'on a beaucoup de chercheurs, on a beaucoup de labs, on a beaucoup de gens qui travaillent à l'engineering, etc., sur développer des nouveaux processus, des nouveaux composants, des nouveaux matériaux, des nouvelles idées. Il y a beaucoup de propriété intellectuelle derrière, donc c'est quelque chose qu'on veut protéger pour ne pas se faire piller la propriété intellectuelle. Mais en même temps, il faut réussir à travailler en collaboration sur cette propriété intellectuelle, parce que voilà, un système complet comme un avion, ça se design avec un ensemble de partenaires vraiment à travers le monde, que ce soit des académiques, d'autres, des startups, des petits groupes, des grands groupes, d'autres industriels, etc. Donc, la cybersécurité doit aider à protéger la propriété intellectuelle, mais en ayant la balance qui va bien entre pouvoir travailler en mode collaboratif sur cette propriété, mais ne pas la perdre. Voilà, donc ça, c'est un des gros challenges que l'on a. On travaille aussi beaucoup avec nos départements R&T, recherche et technologie, pour les aider surtout sur les phases amont, ce que j'appelle la security by design. Bon, ça c'est un motto, tout le monde connaît un petit peu, mais on essaie vraiment d'être très en amont sur vous savez, les TRL, la CFEP, Technology Readiness Level, c'est-à-dire très en amont des phases technologiques, d'être présent, que la cyber soit présent, pour qu'ils prennent les bons choix, les bonnes hypothèses sur les architectures, les choses comme ça, qui ensuite vont faire que les produits seront secure by design. Et en dernier lieu, c'est d'accompagner la digitalisation de l'entreprise, parce que là, j'ai parlé surtout d'innovation technologique, mais on a les deux autres domaines qui sont les process et l'organisation. Donc nous, le groupe, on est en digitalisation, c'est-à-dire on est en train de passer une grande partie de notre engineering sur des outils numériques, enfin, cloud, etc. Et donc on accompagne aussi cette digitalisation. Alors ensuite, j'ai deux exemples pour vous illustrer un petit peu ce que je veux dire par là. Un premier exemple qui est lié à la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis une dizaine d'années, côté Airbus. Donc par réalité augmentée, je parle des lunettes type HoloLens et des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de très important pour nous, pour toute la partie design des nouveaux produits, la partie manufacturing et la partie maintenance. Donc on a déjà déployé des solutions, on a des gens qui travaillent dans nos usines avec ce type de produits, mais ces produits-là, ça lève quelques risques. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. D'abord, les devices, les lunettes sont ce qu'on appelle not control, c'est-à-dire c'est des choses qu'on achète, des codes, c'est sur le marché, on l'achète et on reçoit comme ça. On n'a pas la main dans un premier temps dessus, on n'a pas l'expérience qu'on a avec des laptops ou des choses comme ça. Un autre point important, c'est que en fait, ces devices, ils sont très souvent connectés en wireless, en Wi-Fi, sur des outils qui sont liés à notre PLM. Alors PLM, c'est Product Lifecycle Management, c'est l'outil qui a toutes les données engineering, par exemple pour un avion. Voilà, pour résumer. Donc c'est là où on a la propriété intellectuelle. Donc on a des connexions directes avec ce type d'outils. Donc ça lève deux impacts possibles, confidentialité, donc perte de propriété intellectuelle si on se fait je veux dire, hacker soit le device, soit la connexion. C'est-à-dire des gens ont accès à nos outils ou nous volent des datas. Un autre élément qui est important aussi, c'est la perte de compliance. C'est-à-dire, des fois, dans nos systèmes, on a des données qui nous sont données par des partenaires, des clients, et on est responsable de protéger ces données. Si, grâce à cause d'un équipement comme ça, on perd ces datas, on a un problème de compliance par rapport à nos partenaires ou nos clients. Donc on a travaillé sur ce type d'équipement, on a mis en place ce qu'on appelle des MDM, qui sont des systèmes qui permettent de contrôler un peu ce qui tourne sur le HoloLens, pour s'assurer qu'il n'y a pas un virus, un malware, une charge qui tourne sur le device en lui-même. Et on a aussi beaucoup travaillé sur la sécurisation des connexions entre ces équipements et je veux dire, notre système d'information, pour s'assurer qu'on n'a pas de perte d'information. Et ça a été un succès, puisqu'en fait, l'équipe projet est venue nous voir très en amont pour nous demander d'être impliqués. Et on a travaillé avec eux dès le début pour les aider vraiment à mettre en place des solutions techniques qui étaient secure, ce que j'appelais tout à l'heure le secure by design. Voilà.
Un autre exemple, c'est lié à la mesure de pression des pneus des avions. Donc, ce n'est pas forcément un problème auquel on pense tous les jours, mais aujourd'hui, dans certains cas, les mesures de pression des pneus sont contrôlées avec des jauges manuelles par un opérateur qui fait la tournée des pneus. Alors, sur un A320, vous en avez 6, sur un gros porteur, vous en avez quand même beaucoup plus. Et ça peut causer quelques problèmes. Donc les opérateurs sont formés, ils font ça bien, mais des fois la prise est mal mise ou la lecture de la valeur n'est pas la bonne ou des choses comme ça, ce qui peut amener jusqu'à des problèmes, un pneu qui explose à l'atterrissage. Alors ça n'a pas d'impact safety, mais par contre s'il y a un pneu qui explose, il faut nettoyer la piste, s'il y a des débris, bon, ça coûte quand même un certain montant, l'avion est immobilisé, ça a des impacts pour nos clients. Donc on a réfléchi à améliorer cet élément-là. Donc on a, avec un partenaire, développé un petit composant qui est branché sur la valve du pneu et qui envoie la pression en Bluetooth à un opérateur qui a une tablette ou un téléphone qui récupère la pression. Voilà. Donc alors on ne voit pas très bien sur la photo, mais il y a un petit device de 10 cm qui est mis sur le pneu. Alors, donc ça, d'un point de vue engineering, c'est très bien, ça simplifie, etc. Les datas sont envoyées du device vers un téléphone portable, et ensuite vers une base de données, et selon les valeurs, soit l'opérateur regonfle le pneu, et dans tous les cas, c'est archivé pour des questions de maintenance. Ça, c'est très propre. Le problème, c'est que le device, le téléphone au milieu, il est pas trusted. On ne sait pas quel téléphone c'est, on ne peut pas lui faire confiance. Or, il faut qu'on soit sûr que les valeurs qui soient remontées soient les bonnes. Parce que soit quelqu'un modifie les datas en disant tous les pneus sont bien gonflés alors que c'est pas vrai, ou des choses comme ça peut poser des problèmes. Donc j'avais mis un expert chez moi en crypto sur ce sujet pour travailler avec l'équipe d'engineering qui faisait l'équipement pour voir comment gérer ça. Donc ils ont mis en place un système de crypto. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas spécialiste en crypto non plus, mais avec des échanges de clés entre les différents systèmes et tout, avec des petites diodes, qui fait que l'opérateur, en fait, il a une manière, un process pour voir s'il n'y a pas il y a personne qui essaie d'interagir avec les valeurs. On ne peut pas avoir d'attaque man in the middle sur ce système-là, donc on est sûr que les données qui sont envoyées par les composants sont bien celles qui sont affichées et qui sont enregistrées par le système. Et de même, ça a été fait en mettant quelqu'un de l'équipe cybersécurité très en amont dans le projet. Et on a tenu compte des contraintes qui sont, vu que c'est du Bluetooth Low Emission, il fallait minimiser le nombre d'échanges pour ne pas trop consommer de batterie, parce que la batterie sur ces éléments, on ne la change pas tout le temps. Hein. Donc il faut carrément changer l'équipement quand la batterie est vide. Donc on a beaucoup travaillé pour tenir compte des contraintes d'ingénierie. Voilà, donc ça c'était mon deuxième exemple sur la partie comment la cybersécurité aide l'innovation. Donc là j'ai pris des exemples qui sont le système HoloLens pour le réalité augmentée et un composant dans un avion sur lequel on a aidé à protéger. De l'autre côté de la pièce que mentionnait Lucie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en innovation dans la cyber. Bon, alors là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce que je trouve que la cyber, c'est quand même un domaine d'innovation depuis le début. C'est vraiment un domaine sur lequel ça bouge tellement vite qu'en fait, tout le monde innove en permanence. Il suffit de voir au FIC les différences qu'il y a entre 2 années. Il n'y a vraiment pas de souci avec l'innovation. On en a même un peu trop. C'est pour ça qu'on a travaillé ensemble sur certains sujets. Mais c'est quelque chose qui bouge très vite, la cyber, pour la question de bouclier épais. Dès qu'il y en a un qui bouge, il y a l'autre qui suit, etc. Donc menace, protection, etc. Un élément qui est important, parce que souvent on pense à l'innovation technique, mais un élément qui est important, c'est tout ce qui est organisationnel et process. Et moi, je vois un peu les choses bouger, puisque maintenant, on a des conseils d'administration, des boards, qui sont de plus en plus, je vais dire, conscients des risques cyber. Et donc, je vois, moi, de plus de ressources allouées aux équipes cyber, les CISO, les RSSI, des choses comme ça. Enfin, voilà, ils sont mieux entendus, ils sont écoutés, donc il y a une hausse des ressources. Donc, il y a une pente qui correspond à la hausse des ressources, mais on a aussi une hausse des challenges, à la fois menace et à la fois demande des comités exécutifs. Et par contre, les pentes ne sont pas les mêmes. Donc, la courbe de challenge augmente plus vite que la courbe de ressources. Donc, même si on a plus de ressources, il faut qu'on s'organise pour être plus efficace. Et pour moi, c'est là où l'innovation a un vrai rôle à jouer. Comment la cybersécurité va vraiment se mettre au service de business, va vraiment devenir un enabler du business et pas uniquement une équipe technique, comme elle est vue encore quelques fois, de gens qui disent non, qui bloquent tout. Donc, comment on fait ça? Donc, j'ai listé, alors vous voyez pas très bien sur l'écran là-bas, mais les nouvelles technologies, process et approches. Donc, les nouvelles technos, bon, je vous apprends rien, tout ce qui est machine learning. Cloud for security, c'est pas la sécurisation du cloud, mais c'est comment nous, on utilise le cloud pour nos besoins de sécurité. Et après, plus tard, des choses comme
les ordinateurs quantiques, des choses comme ça. Au niveau des process, on est énormément dans l'automation, SOAR et choses comme ça. Et nous, on pousse, genre un exemple sur les côtés facteurs humains, pour intégrer de plus en plus des analyses de facteurs humains dans nos systèmes, dans nos process sécu, et les approches business, un peu ce que je mentionnais tout à l'heure, d'être plus service oriented, et ce qu'on appelle le composable security, c'est-à-dire d'être capable de livrer au business des briques de sécurité qui sont capables d'utiliser sans notre aide pour déjà avoir les minimums de baseline côté sécurité, côté business, et ça c'est vraiment quelque chose qui va nous faire gagner du temps. Mais avant de donner des exemples, Lucie va reprendre la main pour présenter un peu l'écosystème de l'innovation. Oui, merci Laurent. Parce qu'effectivement, donc on l'a vu, ça a énormément de sujets en fait, d'innover en matière de cybersécurité. C'est tout simplement faire évoluer les solutions qu'on va utiliser. Et donc il y a tout un écosystème qui se crée derrière et qui vient stimuler et soutenir ces cyber-innovations. Donc on propose une schématisation ici. On retrouve les acteurs principaux avec leur typologie. Donc on a bien sûr ceux qui viennent créer, opérer ces innovations. On a les utilisateurs finaux, ceux qui viennent bénéficier, donc soit organisations directement ou les end-users. Et bien sûr, on a un peu la catégorie influenceurs, promoteurs de ces innovations, qui sont importants aussi dans cet écosystème pour visibiliser certains sujets, puisqu'effectivement, il y en a un certain nombre. Donc les grandes organisations, en fait, elles vont souvent avoir tendance à prendre un double ou triple rôle dans la typologie que je viens d'énoncer. Et ce sera intéressant d'avoir le cas d'Airbus et voir comment est-ce que ça se décline. Mais en tout cas, juste avant, s'il y a peut-être quelques spécificités de cet écosystème de cyber-innovation qu'on peut souligner. Déjà, ce qu'on a dénommé ici Policy and Regulation Bodies. En fait, c'est tout le rôle étatique, gouvernemental, qui est à souligner, qui est assez prééminent en fait, dans cet écosystème. Tout simplement étant donné les enjeux de sécurité qui sont souvent en fait des enjeux directement nationaux de protection Homeland Security. Donc on a un rôle de l'État qui, via des initiatives, via des fonds, des prix et aussi de la régulation, joue vraiment ce rôle de stimulation de cet écosystème. Et on en a un certain nombre d'exemples, ne serait-ce qu'ici au FIC, avec de la présence de certains partenaires, acteurs plutôt publics. On a des prix de l'innovation de la cybersécurité au niveau français. On a des appels d'offres du ComCyber régulièrement, etc. L'autre particularité, en fait, on s'est permis, même si c'est pas tout à fait un type d'acteur en tant que tel, d'ajouter la petite boîte sur la threat intelligence pour rappeler que cet écosystème, en fait, il se nourrit pas de lui-même. Le vrai driver, le vrai trigger, en fait, pour se lancer sur des sujets et pour innover en cybersécurité, encore une fois, c'est la menace qui évolue. Donc il y a un vrai rôle aussi à considérer de la threat intelligence et de la capacité par les acteurs à l'interpréter et à la traiter. Du coup, Laurent, si tu peux nous donner un peu une idée de comment ça se décline côté Airbus. Oui, alors je vais pas adresser tous les points parce que sinon ça serait un petit peu trop long. Je vais parler la partie experts, université et labo par exemple. Donc nous on a un ensemble d'experts en fait dans la cybersécurité et dans d'autres domaines dans le groupe qui ont pour mission justement de regarder un petit peu ce qui se passe et d'animer l'innovation à travers le groupe sur la partie cyber. Donc ça c'est vraiment dans le cœur de leur métier. On travaille aussi beaucoup avec des académiques. On a par exemple une équipe qui fait de l'innovation cyber aussi en Angleterre, qui travaille beaucoup avec certaines universités en Angleterre, avec des labos de recherche, et j'aurai un exemple lié à ça tout à l'heure. De même que j'ai parlé tout à l'heure de la R&T. Donc on a des très grosses équipes qui font de la recherche et du développement et de la technologie chez Airbus, et on essaie d'être très proche d'eux pour justement s'inspirer d'eux aussi, et des fois il y a des éléments qui sont, je veux dire, dual use, c'est-à-dire qui peuvent être pour de l'engineering et pour de la cyber, des choses comme ça. Il y a un élément startup aussi, on pousse beaucoup en interne pour travailler de plus en plus avec les startups, à la fois pour les aider à se développer, parce qu'en fait, en tant que grand industriel, on se sent aussi
de promouvoir, on parle beaucoup de souveraineté, ça veut aussi dire de développer des écosystèmes qui sont européens, au moins sur des régulations que l'on contrôle, et aussi parce qu'on a besoin d'innovation, et des fois on va aussi la chercher à l'extérieur. Alors j'ai deux petits exemples, je vais essayer d'être assez bref, sur l'innovation dans la cybersécurité qui ne sont pas forcément technologiques. Le premier exemple, c'est lié aux campagnes de phishing. Donc on fait des campagnes de phishing pour tester, voilà, puis former nos utilisateurs. Et en fait, quand on a réfléchi à lancer la dernière campagne, en fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait que les utilisateurs cliquent, en fait? Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'une équipe qu'on a en Angleterre qui bosse avec les universités. Donc, on a lancé un programme de recherche, en fait, sur les facteurs humains avec une université en Angleterre, pour identifier quels étaient les critères qui faisaient que quelqu'un cliquait sur l'email. Parce qu'on peut tous se faire avoir par un email de phishing. Donc, qu'est-ce qui fait que... Et donc, on a identifié 5 éléments. Alors, le premier qui est caché, c'est l'urgence, la peur, la curiosité, l'empathie et l'appât du gain. Voilà. Donc, ça, c'est les 5 éléments qui font que, si vous voyez ça de manière naturelle dans un email, les gens ont tendance à cliquer. Et donc, on a fait nos emails de phishing en fonction de ces éléments-là. Bon, ça a très bien marché, la campagne de phishing, parce qu'en fait, enfin, si l'email est bien fait, c'est quasiment imparable, quoi. Voilà, donc ça a été un exemple d'innovation sur lequel on a travaillé avec des académiques, des chercheurs, pour identifier quels étaient les critères. Donc maintenant, on travaille sur ces éléments-là. Le deuxième exemple, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure d'automation. Là, c'est lié à la gestion des incidents au niveau de notre CERT. Donc on a des outils de type SOAR qui permettent d'automatiser ces choses-là, mais en fait, il nous manquait un petit peu de flexibilité. Chaque investigation étant un peu différente, on avait du mal à avoir des templates communs. Enfin, voilà, ça faisait une bonne partie du boulot, mais il manquait quelque chose en plus. Donc j'ai quelqu'un à mon CERT qui s'est dit, tiens, on va essayer quelque chose. On va essayer d'utiliser un outil qui n'est pas du tout fait pour ça, qui s'appelle Jupyter, qui est un outil, un notebook, en fait, mais qui est très puissant puisque c'est un notebook dans lequel vous pouvez avoir du texte, des médias, des choses comme ça, même du code. Vous pouvez avoir du Python, faire exécuter du Python à l'intérieur, des choses comme ça, des datas. Donc il s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc en fait, il a instancié un système qui fonctionne pas mal. On est en train de le roder là, mais c'est plutôt efficace. Ou en gros, pour faire simple, quand on détecte une alerte, on a un système qui va qualifier un petit peu l'alerte, voir est-ce qu'on a un template qui s'applique à ce type d'alerte, ou alors, si ce n'est pas le cas, on a un template générique. On instancie un notebook, on lance un workflow pour prévenir les gens qu'un notebook a été lancé, quels sont leurs droits, leurs choses comme ça, et après, ils travaillent tous sur le même notebook. Donc le notebook, il est archivé, toutes les modifs qui sont faites sont gérées, tout le monde a accès à toutes les infos, donc sur le côté collaboratif, c'est extrêmement puissant. On peut contrôler, vu qu'on peut mettre du code à l'intérieur, on peut contrôler, on peut taper dans plein d'API différentes. On a la main pour aller récupérer les datas qui nous intéressent. Et une fois que l'investigation est finie, on refait une analyse en fait du notebook final pour voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient être réintégrées dans le template pour que la prochaine investigation de même type bénéficie du retour d'expérience. Donc ça, je veux dire, ça a l'air tout bête, mais c'est très puissant et l'équipe, enfin, ça marche très bien pour notre équipe, certes. Voilà. Mais juste pour faire la transition, on a donc, là j'ai présenté que plein de, mais en fait on a plein de sujets d'innovation. Donc en fait, c'est une des questions qu'on s'est posées avec FGPini, qui est comment on traite la multitude des sujets d'innovation, particulièrement pour le reporting au top management. Ouais, et effectivement, là on est sur 2 exemples parmi tant d'autres. Et donc, enfin voilà, c'est ça. On s'est posé la question pour le cas d'Airbus et au global, enfin, la conviction, c'est que les organisations, elles vont du coup avoir besoin de savoir, d'être sûres en fait d'être dans la bonne direction parce qu'il y a un certain nombre d'investissements du coup qui est fait pour soutenir la R&D. Et il y a des choix à faire. Donc pour faire cette analyse et cette priorisation, nous avons travaillé donc pour proposer en fait un framework d'analyse qu'on peut pousser, qu'on peut outiller également. Donc, au global, en termes d'innovation, Laurent l'a mentionné tout à l'heure, on parle souvent de TRL, Technology Readiness Level. Donc, il y a les 2 aspects technologiques et contextuels qu'on retrouve ici dans le framework proposé. Donc, l'aspect technologique, c'est tout simplement la maturité, la faisabilité, la réalité en fait de mise en œuvre de la technologie. Donc on a réussi à la poker, elle s'avère efficiente et répond aux enjeux de sécurité.
La technologie, le fait qu'elle soit prête, c'est pas tout à fait suffisant. Donc il y a l'aspect contextuel qui est très important à prendre en compte, hein, notamment quand on se met à l'échelle d'une organisation, parce qu'on va avoir des utilisateurs. Donc sur une organisation, on peut parler du métier qui doit être en capacité d'appréhender, de comprendre, d'absorber et d'utiliser cette innovation. Et très souvent, c'est même à ces utilisateurs-là qu'on va demander de récupérer complètement l'innovation et aussi d'assurer le support et la maintenance. Donc c'est important que le côté contexte aussi soit capable d'absorber l'innovation. Et enfin, en cybersécurité, il me semblait incontournable d'ajouter là ce qu'on a intitulé ici Market and Policy. C'est en fait tous les autres facteurs qui sont à prendre en compte. La première raison pour laquelle une innovation elle va popper en cybersécurité, c'est parce que y a un réel potentiel en fait de réponse et de capacité à venir contrer une ou plusieurs des menaces qui sont prégnantes sur le marché. Une fois qu'on a dit ça, il y a un certain nombre en fait de signaux faibles hein, qu'on peut venir capter et regarder sur le marché pour s'assurer qu'effectivement c'est un sujet qui est réel et qui mérite qu'on s'y intéresse. Donc on peut regarder les investissements, on peut regarder les partenariats qui apparaissent sur telle ou telle thématique, cyber, cross technologie. On peut regarder aussi, comme je le mentionnais tout à l'heure, les prix. Enfin, il y a un certain nombre en fait de biais de reconnaissance qu'on peut venir capter et qui seront importants en fait parce qu'ils viennent visibiliser les sujets. Et enfin, je le considère aussi dans cette catégorie market and policy. Il y a le facteur régulation. Et là, on peut le voir dans les deux sens. Hein, donc, c'est s'assurer, bien sûr, quand on se lance sur un sujet d'innovation, qu'on va rester conforme. Mais en fait, ça peut même être un certain nombre de solutions, des innovations qui nous permettent aussi hein, de suivre le rythme et des régulations et donc de passer en conformité, de maintenir la mise en conformité. Puis après, on peut aller encore plus loin. Hein, on peut imaginer, pourquoi pas en fait avoir des solutions qui nous permettent aussi en fait de prévoir l'évolution que va avoir la régulation. Donc ça, c'est le framework que du coup nous avons construit avec Airbus et qu'on se propose d'avoir en fait au global hein, pour pouvoir analyser et prioriser. Une fois qu'une organisation en fait elle s'est assurée d'être positionnée sur les bons sujets, pour nous il y a un vrai enjeu en fait et un vrai intérêt à ce que ces sujets puissent être mis en visibilité et poussés à un niveau top management. Pour des raisons assez évidentes, hein, de besoin d'avoir le bon niveau de sponsorship. Du coup, par rapport à ça, il faut prendre un peu de recul, hein, parce que effectivement, comme le disait Laurent, maintenant il y a un début de bonne sensibilisation de ce top management au sujet de cybersécurité, mais du coup, il y a une abondance aussi et diversité de sujets de cybersécurité qu'on peut leur adresser. Du coup, par rapport à ça, côté Capgemini Invent, on a récemment mené une petite enquête auprès de CXO de nos clients principaux. Donc au-delà du ranking qui s'affiche ici, donc du coup particulièrement sur les sujets d'innovation, le sujet remonte, mais pas forcément en top. Et l'interprétation qu'on veut en avoir, c'est que ça reste pertinent de pousser des sujets de cyber-innovation à un top management. En revanche, il y a une façon en fait d'aborder le discours. On se rend bien compte qu'il reste encore un effort de sensibilisation pour leur faire vraiment toucher du doigt en fait hein, les potentiels, les enjeux qui sont derrière ces innovations. Donc il y a un besoin d'être assez concret, d'aller au-delà en fait du buzzword, de leur présenter le fait qu'il y a un use case qui s'applique à leur organisation et il y a une vraie pédagogie en fait d'explication tout simplement de ce dont on parle. Du coup, pour terminer, on peut se donner l'exemple de ce qui est fait sur Airbus en termes de justement communication, reporting à ce top management. Oui, merci. Oui, en effet. Donc, alors d'une manière générale, la cybersécurité, c'est reporté au plus haut niveau chez Airbus depuis un petit moment déjà. Donc, on a des reportings très réguliers au comité exécutif, au conseil d'administration, au CEO, qui sont
très attentifs à ce sujet. Donc on a des reports, alors on a des présentations en réunion, on édite aussi un report tous les trimestres sur tout ce qui s'est passé en cybersécurité dans l'intégralité du groupe, du worldwide, pour notre comité exécutif et pour la communauté cyber. Donc on travaille depuis un petit moment à reporter des infos. On essaie de reporter des infos qui leur permettent de prendre des décisions sur les risques. Donc je ne suis pas vraiment parti sur une approche dashboard standard, parce que ce n'était pas forcément pertinent, peut-être plus tard, quand le niveau de maturité sera bon, mais là c'est plutôt très contextualisé comme info. Et on a beaucoup travaillé aussi sur l'awareness du top management, puisqu'en fait, donc ils sont très, très conscients des risques associés à la cyber, mais en fait, c'est quand même des domaines qui, pour certains d'entre eux, sont nouveaux. Donc, ils n'ont pas forcément le contexte pour comprendre les impacts derrière les risques. Donc, on a énormément travaillé, par exemple, pour leur expliquer en détail qu'est-ce qu'une attaque ransomware, comment ça se passe vraiment, c'est quoi les différentes étapes, qu'est-ce qu'on met en face pour se protéger. Pour la propagation, on a tel outil, pour telle phase, on a tel outil. Voilà, on a beaucoup travaillé avec eux sur ces éléments-là, ce qui nous a donné un très fort sponsoring de leur côté, parce qu'ils ont très bien compris ce qu'il y avait, et maintenant ils ont des questions très pointues, très très pertinentes sur les risques et les choses comme ça, donc c'est très intéressant en fait. Nous, ça nous motive beaucoup. Et donc la partie innovation, oui, alors comme le disait Lucie, l'étude Capgemini a dit, c'est pas forcément le premier sujet auquel ils pensent quand ils pensent cybersécurité, mais nous on pense que c'est important de les informer sur le fait qu'on anticipe et qu'on investit pour l'avenir, donc on innove. Donc en fait, dans nos reports, on a des sections spécifiques pour la partie innovation. On essaie de ne pas diluer l'innovation dans un report de 40 pages, mais d'avoir des sections spécifiques sur lesquelles on parle régulièrement de sujets d'innovation dans la cyber. Et surtout, je mets un point d'honneur à parler des impacts business de l'innovation. D'ailleurs, on ne va pas leur dire on déploie un système de machine learning sur le système SOAR du SOC, patati. Quand même, ils ont compris plein de choses, mais pas à ce point-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le groupe? Qu'est-ce que ça veut dire pour la société Airbus? Qu'est-ce que ça veut dire pour le business? Et donc, l'élément important quand on parle d'innovation, c'est vraiment donner la big picture, donner la vue globale. Cette innovation, elle se positionne dans quelle stratégie, dans quelle approche, qu'est-ce que ça veut nous apporter? C'est là qu'on se posait toutes les questions sur comment sélectionner les bonnes innovations, et pas que la technologie, pas tout ce qui est market, etc. Ça nous permet aussi de travailler, de mieux expliquer à nos conseils d'administration, à notre top management, pourquoi on fait ces innovations, pourquoi on investit. La société investit sur ces éléments-là. Voilà. Très bien, ouais, peut-être un mot de conclusion et puis on va pouvoir ouvrir la session de questions-réponses. Voilà, l'objectif pour nous, c'était d'explorer les deux côtés de cette double relation cybersécurité-innovation. Donc ça ouvre un certain nombre de sujets avec un enjeu du coup de s'assurer qu'on est dans la bonne direction. Donc il y a un équilibre à trouver entre des sujets très émergents et du coup une maturité dont on ne peut pas être forcément sûr au début, et puis regarder bien sûr les potentiels que ces innovations vont avoir en termes de sécurité. Et puis un discours, on voulait terminer là-dessus, un discours, en fait, une histoire à raconter sur ces cyber-innovations, y compris à un niveau top management, pour assurer en fait de les embarquer et de savoir les expliquer. Merci beaucoup pour votre écoute, et du coup s'il y a des questions, il nous reste du temps. Alors, ça va dépendre des cas. je vais avoir une réponse un peu floue. Ça va vraiment dépendre des sujets. En général, alors je vais dissocier. Je vais reprendre les exemples que j'ai donnés, qui sont les deux premiers, c'est-à-dire comment on aide l'innovation, par exemple au niveau de l'engineering. Par exemple, pour le petit composant. Donc, on a travaillé avec l'équipe, on a fait un POC avec un partenaire, et ensuite, ça a été tout simplement intégré dans les spécifications du constructeur, et voilà, donc le switch s'est fait très très bien. Pour des éléments type HoloLens, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, il faut c'est nous qui devons modifier le device, mais on s'assure, le fait qu'on soit très en amont en fait avec les projets, fait qu'en fait après ça se passe bien, et que la partie engineering, production, manufacturing
vraiment nous intègrent dans leur spécification et ça se passe sans vague en fait. C'est très bien intégré. Voilà. Mais pas plus que l'investissement pour un téléphone ou quelque chose. Voilà, voilà. À partir du moment où c'est intégré en amont, c'est intégré dans les demandes de budget justement pour lancer, pour faire mûrir les produits. Et on n'a jamais eu de souci avec ça en fait. Mais faut vraiment, quand on arrive tard, bon là par contre c'est pas la même histoire. Parce que si on arrive trop tard et qu'on dit, bah, écoutez les gars, là il va falloir rajouter un composant pour la sécurité, bah, ça a un coût, il faut reprendre tous les processus de manufacturing, et ça c'est vraiment très compliqué, là c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'on essaie vraiment, d'où l'intérêt du sponsorship. Parce que si nous on sait qu'au niveau du comité exécutif, ils sont vraiment soucieux de ces éléments-là et on leur explique vraiment pourquoi on le fait, s'il y a des débats et des discussions et des décisions à prendre, bon après les décisions à les prises, c'est leur rôle, mais au moins ils avaient les billes, ils sont informés et si on a bien fait notre boulot, ça se passe bien. Bonjour, merci pour la présentation. Donc, c'est bien d'investir dans l'innovation, dans la cybersécurité, mais malheureusement, il y a aussi les hackers qui sont très innovatifs. Ils ont leur propre méthode, mais ils ne viennent pas présenter, malheureusement. C'est dommage. Ma question, c'est est-ce que vous investissez dans les bug bounties, par exemple, pour être inventif dans les bug bounties, de manière à être un peu proactif, donc ne pas attendre les attaques pour se défendre, c'est de voir quelles attaques peuvent venir. Alors, bug bounty, c'est ça dont vous parliez? Les bug bounty, oui. Alors, en fait, Airbus, on a une policy très claire, nous ne faisons pas de bug bounty. J'ai pas compris. Pardon. On n'a pas de bug bounty chez Airbus. Voilà. Qu'en a-t-il chez Capgemini? Alors, du coup, là, c'était pas forcément l'objet de l'intervention de Capgemini auprès d'Airbus. Mais effectivement, il y a tout un tas de services côté Capgemini qu'on peut adresser, y compris du bug bounty. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci pour votre présence. Merci.